Didier Plateau, je suis très heureux de vous retrouver, de vous rencontrer à nouveau à l'occasion de la parution du numéro 7 d'une série de MOOC, de magazines de très haute qualité et tenue iconographique, technique et de fabrication que vous coéditez avec les éditions Moulin-Sart, dont vous êtes le directeur, et les éditions Géo, ce fameux magazine qui fête, je crois, ses 40 ans, ou qui est une revue que l'on connaît bien. Alors, ma première question est, quelle est la genèse de cette aventure éditoriale, et comment est-ce qu'on prend, à un moment donné, cette décision de lancer une collection comme celle-là? C'est une histoire toute simple et donc tout adorable. C'est que comme je suis éditeur consultant de Moulin-Sart et donc j'ai fait beaucoup de publications avec la presse, avec Le Monde, avec l'Express, avec Le Point, etc., dans des hors-séries sur des thématiques RGN qui sont le voyage, le reportage, l'histoire, bien sûr, etc. Et puis un jour, il n'y avait plus d'idées, il n'y avait plus de propositions, et j'avais l'impression d'être en bout de cycle en disant bah, on a tout exploité, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je regarde les albums des aventures de Tintin et je lis le surtitre, ce sont Les aventures de Tintin. Puis je fais mais bon sang, mais c'est bien sûr le thème de l'aventure, personne n'a jamais osé le traiter. Or, c'est vraiment le thème fondamental des aventures de Tintin. Et donc, comme j'avais déjà fait des numéros, des hors-séries avec Géo, je me suis dit, c'est eux les mieux placés. Et donc, simplement, quand à l'époque on pouvait voyager, donc j'étais à Paris, et j'ai déjeuné avec l'équipe de Géo, et je leur ai dit, voilà, j'ai une idée qui me paraît tellement simple et limpide que j'ose peut-être pas vous la proposer, mais je la dis quand même, un magazine trimestriel sur le thème de l'aventure, mais pas que l'aventure pas que les histoires d'aventure dans Tintin, mais raccrocher l'aventure de tout le monde d'Hergé à l'aventure d'aujourd'hui. Voilà, faire la connexion avec le monde d'Hergé et le monde qu'Hergé aurait vu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait traité aujourd'hui avec son regard à lui. Donc voilà, connexion entre le siècle passé, en fait, hein, et le siècle aujourd'hui. Et à la fin du déjeuner, tout était conclu, enfin, sur les principes. Donc, ils ont accroché tout de suite. Après, on a fait un numéro zéro. Après, on a fait des comptes d'exploitation. Après, on a fait des tests. On a pris des contacts. On a fait des maquettes, etc. Tout le boulot professionnel. Et puis, on a lancé le numéro un de ce qu'on appelle un MOOC, donc un magazine book, qui fait que ce magazine book est diffusé en même temps en librairie et dans les kiosques. Donc, une diffusion absolument totale et par abonnement aussi. Et donc, c'est tout à fait original, un produit hybride. Moi, j'adore ça. Vous savez que j'ai été cofondateur, que je suis cofondateur d'un festival en Belgique qui s'appelle Les Inattendus. Voilà, un festival de musique et philosophie. J'adore, j'adore les produits Mélange. hybrides. Rappelez-vous que j'ai aussi mis en valeur Hugo Pratt en l'associant en littérature, en disant que c'était l'écrivain de la bande dessinée. Et donc, ces associations, c'est le philosophe Michel Serres qui disait ça, que ces croisements associatifs créent de nouveaux produits, de nouvelles pistes, de nouvelles voies, des bifurcations. Et donc, voilà, c'est une histoire simple qui a débouché sur ce magazine avec des forces conjuguées. Évidemment, Géo a un grand patrimoine iconographique fantastique, hein, des ressources, des contacts, des contacts avec tous ceux qui explorent toujours aujourd'hui le monde, qu'ils soient lointains ou proches. Et donc, on a formé une équipe absolument exaltante, hein. On fait une équipe éditoriale de 6 personnes. Et puis, on a intégré la bande dessinée en création, c'est important. Dans le numéro 7, il y a François Bouc qui fait une histoire absolument humoristique sur l'aventure est à la sortie de notre porte. On ouvre notre porte de chez nous, on sort de chez nous et la jungle est là. La jungle, c'est le thème du numéro 7, la jungle est là. On a intégré la littérature. Il y a une nouvelle de Jean-Bernard Pouy, hein, Back to the Jungle, qui commence à la jungle de Calais avec les migrants et on va en Indonésie pour revenir à la jungle de Calais. Et donc voilà, dès qu'on sort un mot magique, on va voir ce qu'il en est dans l'œuvre d'Hergé, puis on voit qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui chez les dessinateurs, chez les écrivains, chez les explorateurs. Ces réunions-là sont les réunions les plus passionnantes.
Est-ce qu'au départ, au moment où vous avez eu cette première réunion pour le lancement de Tintin, c'est l'aventure, est-ce que vous avez été expertisé dans les albums Tintin s'il y avait une matière suffisante pour déjà identifier les thèmes comme l'exploration lunaire, la jungle pour le dernier numéro, ou les îles aussi, qui était un des numéros très marquants? Est-ce que l'expertise a été faite? Parce que du côté de Géo, évidemment, leurs ressources sont inépuisables, mais Tintin, c'est quand même un nombre limité d'albums. Oui, mais donc on ne s'est pas posé la question, mais dans la conversation, on a évoqué tellement de thèmes qu'on n'a jamais eu l'angoisse de dire on n'y arrivera pas, un jour on va être à sec. Et donc, moi, je peux témoigner. Donc, j'ai été directeur et éditeur chez Casterman et directeur général de Casterman. Et donc, quand Hergé est mort en 83, beaucoup ont cru que c'était fini, l'univers de Tintin était fini. Voilà. Et on est aujourd'hui, et cet univers est toujours actif universellement. Et moi, dès que j'arrive dans des rédactions en parlant de Tintin, tout le monde disait ah mais moi je veux parler de ce rapport-là, moi je veux parler de l'histoire du Grand Chaco dans l'Amérique du Sud, etc. Et vraiment les sujets, on n'a jamais eu, on s'est jamais trouvé devant une situation, on dit qu'est-ce qu'on va faire. Bon. Et donc on n'a pas du tout cette angoisse. On n'a pas du tout cette angoisse. Et donc je peux déjà donc vous dire que le prochain thème ce sera la science, le thème suivant c'est la révolution. Et donc voilà, on est dans les thèmes, je ne veux pas dire à l'infini, ce serait prétentieux, mais la richesse est grande. Alors, si vous voulez reprendre l'exemple du dernier pour aller explorer quelques-unes des entrées que vous avez déjà évoquées, vous disiez que c'était une manière d'explorer ce que Hergé aurait pu dire du monde d'aujourd'hui. Alors, je remarque, et c'est passionnant, dans le dernier numéro du MOOC, que c'est aussi une manière d'explorer l'histoire. Comme par exemple, quand un des chapitres investigue ce qu'était vraiment et ce qu'aurait pu être le pays de l'or noir. Et là, on peut entrer dans une page de l'histoire contemporaine. Tout à fait, tout à fait. L'histoire d'aujourd'hui. Et donc, c'est un peu, c'est comme si c'était une œuvre en renouvellement tout permanent. C'est une œuvre palimpseste, hein, l'œuvre d'Hergé. Donc, il a recommencé lui-même, et le Quémed est une bonne démonstration. Il a recommencé ses histoires, il est chaque fois remis au goût du jour. Le comble, c'est L'île Noire qui a 3 versions. Et donc, voilà, c'est presque le seul auteur de bande dessinée qui est revenu sans cesse sur son œuvre pour la mettre à jour selon l'actualité, selon les critiques aussi. Hein, donc, et en assumant chaque fois tous ses choix. Et Dans le donc, cas de l'or noir, pardon, dans le cas de l'or noir, on observe aussi dans les différentes versions qu'il a finalement essayé aussi de neutraliser un peu certains des dessins ou certaines des identifications, ce qui le rend à la fois universel, mais aussi neutre, comme s'il voulait ne prendre position en rien. c'est toute l'œuvre, hein, comme ça, du local à l'universel, hein, de Bruxelles. C'est quand même une œuvre au départ. Bruxelles était était très marquant dans l'œuvre. Il est toujours resté, mais il a aussi gommé ça un petit peu au fur et à mesure. Donc, euh, pour le concept de l'universel, les uniformes aussi, hein, les uniformes parfois de gendarmes belges qui deviennent français, etc. Donc, tout ça parce qu'à l'époque, il fallait conquérir le marché français. Tout, tout ce qui est l'île Noire a été refait en fonction de voyage en Angleterre, de documentation anglaise. Et là aussi, il y a eu de profonds changements, toujours pour universaliser l'œuvre. Et c'est pour ça d'ailleurs que les versions noir et blanc restent extrêmement attachantes, parce que les versions noir et blanc ont de la spontanéité, hein, et on a parfois la naïveté aussi, hein, la naïveté du local, etc., qui après va se construire dans une œuvre universelle, lisible partout. Et donc c'est pour ça que les versions noir et blanc sont toujours très intéressantes à revisiter pour cette raison-là. Alors, chacun des numéros des MOOC, on a aussi une sorte d'exploration des archives Hergé. Et là aussi, on se dit, il y a quelque chose de fascinant, d'inépuisable, et puis qui nourrit vraiment la connaissance que l'on peut avoir de l'œuvre et qui nous montre aussi l'atelier d'Hergé, la manière dont il travaillait les esquisses. Et ici, dans la jungle, on a plusieurs planches qui représentent la manière dont le travail du créateur, du dessinateur se réalise. Oui, c'est une sorte de making-of, hein, c'est passionnant. Et alors, d'autant plus que Hergé était un archiviste. Donc, il gardait tous ces documents. Donc, c'était incroyable, puisqu'à un certain moment, il avait engagé son père comme archiviste, hein. C'est lui qui a mis au point, en fait, toutes les classifications d'Hergé dans ses archives. Donc, ce sont des archives très accessibles, très riches,
euh, pour ses dessins évidemment, mais aussi pour toute sa documentation, les photographies, les articles de presse, les références à des magazines, etc. Donc c'est assez incroyable et ça montre bien la mesure du travail documentaire d'Hergé. Et puis tout son travail d'esquisse, parfois ne fût-ce que des recherches de mots ou d'injures de capitaine Haddock, il y a des listes, il y a des listes comme ça. Donc c'est extrêmement riche et donc pour cette raison-là, on a décidé d'en faire une rubrique qui montre un peu des coulisses quand même un peu privées comme ça de ce qu'est un grand créateur et sa manière de travailler. Et avec une qualité d'impression aussi qui fait que pour certaines des planches, on a l'impression presque qu'on a l'original, quoi. On pourrait presque sentir la matière du papier. Là, ce sont des techniques typographiques ou d'impression aujourd'hui qui permettent ça? Ah oui, aujourd'hui, on a fait des grandes avancées. La plus grande étant ce qu'on appelle le séchage UV, donc le séchage immédiat des encres qui sont posées sur le papier. Avant, quand vous preniez un mauvais papier poreux, ben, l'encre était un peu absorbée, donc tout était un peu mat et terni. Mais maintenant, comme l'encre est immédiatement séchée dès qu'elle est posée sur le papier, même sur des papiers parfois moyens, on a de très bonnes qualités d'impression. Et ça vaut surtout pour les noirs. Et donc, les noirs restent intenses et donc ça donne une force à la reproduction. Alors, encore un élément concernant la construction de ces MOOC, il y a une ligne directrice qui est la bande dessinée, qui est le 9e art, qui vous conduit à inviter des dessinateurs, des scénaristes de bande dessinée. Le premier était Isler, si je me souviens bien, et d'autres numéro par numéro. Comment se nourrit la collaboration, d'une part, de ces auteurs, et comment les choisissez-vous? Si on pouvait choisir vraiment, ce serait facile, mais la difficulté, c'est la disponibilité, d'une part, des dessinateurs qui sont, vous savez, c'est un travail de moine. Hein, donc, faire une bande dessinée, c'est au minimum un album, c'est au minimum 1 an pour les plus rapides, 2 ans, 3 ans pour les autres. Donc, il faut trouver d'abord le dessinateur qui est dans la thématique, hein, la jungle. Il faut trouver le moment où il est disponible parce qu'il doit faire une histoire de 10 pages. Une histoire de 10 pages, ça prend 3 mois, 4 mois. Disponible entre tout ce qu'il doit faire, ses prestations et son œuvre personnelle, je veux dire. Et donc voilà. Et donc, en général, on sollicite plusieurs auteurs. Voilà, on sollicite plusieurs auteurs. Et parfois, ça va très bien, très vite. Parfois, moins. On cherche et on finit par pas trouver. Mais donc là, on a la chance dans le numéro 7 d'avoir François Bouc, d'avoir, ce qui est quand même assez rare dans l'aventure, comme ça, sur des histoires très courtes, une dimension humoristique. Oui, oui, oui. Tout à fait. Alors, il y a une interview tout à fait intéressante de François Mouc que je vais rencontrer après vous. Donc, on va associer les deux interviews et je l'interrogerai aussi sur cette aventure-là. Et là, effectivement, on voit que son personnage d'agent d'assurance, qui est son personnage clé, rejoint finalement l'assureur de Hergé. Voilà. Et ce qu'on leur demande, c'est d'avoir une connexion, pas trop visible, pas premier degré, pas au niveau du dessin, une connexion avec l'œuvre d'Hergé. Évidemment, c'est Raphaël Lampion, c'est le cousin de Machereau. Jérôme Mouchereau. Donc, Mouchereau, Mouchereau. ben voilà, la connexion est faite. Donc, on cherche au départ une connexion qui est souvent, parfois même légère, hein, mais second degré, comme en filigrane. Et ça, c'est très amusant et c'est très difficile quand même. Hein. Ça paraît simple au résultat quand un auteur est talentueux comme François Bouc. Mais donc voilà, ça nécessite un petit travail quand même de recherche pour le dessinateur, de mise en scène. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Mais à part les problèmes de délai de planning qui sont toujours difficiles dans la presse, hein, donc on a des échéances, on ne peut pas dire comme un album, on n'est pas prêt, on repousse de 2 mois. Non, on a des échéances implacables. Alors, il y a d'autres inédits qui sont des fictions courtes, des nouvelles que vous publiez aussi. Et là, on revient peut-être vers une des activités que vous avez menées, que vous n'avez pas citées au début de l'entretien, qui sont ces éditions estuaires que vous avez créées, où étaient accompagnés d'un dessin les textes de fiction que vous publiez dans une magnifique petite collection de poches qui s'appelait L'Estuaire. Alors là, par exemple, dans celle-ci, c'est la nouvelle de Puy que vous avez illustrée, que vous avez déjà indiquée, mais illustrée par Pinelli. Donc, on se retrouve dans cette autre dimension du livre illustré cette fois-ci. Voilà, tout à fait. Moi, c'est une passion. Hein, c'était une passion, la fiction illustrée.
Et donc ici, j'avais déjà publié en son temps Jean-Bernard Pouy et Pinelli, qui ne s'étaient plus revus, ils avaient Ah oui. disparu. Et quand j'ai téléphoné à Jean-Bernard Pouy, que j'ai donné la thématique, il a dit oui tout de suite. Et puis j'ai dit, écoute, ce serait fabuleux de les retrouver. Puis Joe Pinelli, qui est un liégeois très talentueux. Et puis on n'avait plus ses coordonnées. Enfin, c'est pas trop compliqué de Ouais, pister, de ouais, ouais. trouver. Et donc j'ai pu reconstituer ce duo complice en diable. Et voilà, c'est un plaisir et je crois que le résultat est vraiment, enfin, pour moi, est vraiment remarquable, limpide, naturel, avec évidemment un texte de Jean-Bernard Pouy qui est étonnant, étonnant de créativité. Donc voilà, donc là aussi, le choix des auteurs, il ne faut pas se le cacher, on fait des choix avec des auteurs qu'on aime bien, hein. Oui, oui. Voilà, donc Oui, oui. ça doit être c'est comme pour le festival dont je m'occupe, ça doit être inattendu pour nous d'abord. C'est l'équipe de rédaction qui doit d'abord être passionnée. Et on a la chance d'être les premiers lecteurs des premiers textes qui arrivent, des premières bandes dessinées, des premières planches qui arrivent. Et donc, si nous, on a ce frémissement, on essaie de le transmettre évidemment au lecteur. Et Jean-Bernard Pouy, quand j'ai lu son texte, il y a pas une virgule qui a été retouchée, rien. Parfois, ça arrive de dire, tiens, là, petite longueur, ou est-ce que tu ne penses pas que rien, ce texte est arrivé parfait, complet, etc. Donc, ce qui est assez rare. Alors vous qui connaissez parfaitement bien l'œuvre de Hergé, est-ce qu'il vous est arrivé au fil de ces 7 premiers numéros d'être surpris par quelque chose d'inattendu, c'est le cas de le dire, que vous n'aviez jamais ressenti à la lecture de Hergé ou dans la connaissance de Hergé? Sur le plan de la connaissance même, bon, je ne suis pas le meilleur hergéologue, hein, il y en a qui sont des spécialistes imbattables, je ne le suis pas, donc je suis un bon connaisseur, même affectif, hein. Mais moi, ma grande surprise, c'est que toujours aujourd'hui, dès qu'on évoque un sujet, qu'on sort une image, il y a une émotion. Il y a une émotion de mais comment est possible qu'aujourd'hui, hein, si vous prenez la couverture, parce qu'on fait, on travaille, le travail de la couverture est passionnant. Oui, 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 Cette petite image de Tintin en liaison avec le décor, etc. Eh bien voilà, quand on travaille avec un maquettiste sur cette couverture, on a une émotion. On redécouvre une image que l'on connaît par cœur, oui. hein. On croit avoir usé cette image, et puis on a une émotion comme si on la découvrait. Ça, c'est pour moi incroyable. Moi, je pourrais être le premier. J'ai connu Hergé, j'ai travaillé un peu avec lui. Je pourrais On être va en le parler. premier usé par l'œuvre parce que je la connais fondamentalement. Et chaque fois, non. J'ai la surprise incroyable. Donc, je ne suis pas le seul. Je partage ça avec un lectorat incroyable. Mais chez nous, c'est toujours comme ça, hein. Alors, vous disiez à l'instant que vous avez connu Hergé, vous nous disiez que vous aviez commencé en 1973, 73, je crois, aux éditions Casterman, où vous avez travaillé directement avec Hergé. Alors, votre perception à vous aujourd'hui, à travers cette expérience éditoriale récente, comment est-ce qu'il aurait pris cette aventure-là de son personnage, cette nouvelle aventure éditoriale cette fois-ci? Oh, ben, je crois qu'il l'aurait pris très bien. D'abord, il était très accueillant pour les idées, donc il était très accueillant. Donc moi, j'ai connu le RG apaisé. J'ai connu le RG apaisé, terminant ses Picaros, étant un peu bousculé par Astérix, mais ça ne le dérangeait pas trop. Il était apaisé, il vivait une grande histoire d'amour, il avait organisé son studio. Donc voilà, j'ai connu et il était très passionnant. Donc mon premier entretien avec lui, donc Casterman m'avait demandé de le faire travailler un petit peu parce que il était trop un petit peu paresseux et dilettante, je veux dire, dilettante. Et donc j'étais arrivé avec de petites idées en tête et quand je m'assieds face à lui dans son bureau à l'avenue Louis, 5e étage, après quelques mots d'accueil, je commence à déployer mon plan. Et chaque fois que je parlais, je dis, il ne m'écoute pas, il ne m'écoute pas, il ne m'écoute pas. Et je sentais en moi-même tout s'effondrer en moi en disant, je suis ridicule, j'expose un peu, il ne m'écoute pas. Et puis tout d'un coup, il me dit, je vous arrête, mais votre chemise est magnifique. Alors là, arrête, je me dis, mais ma chemise, je regarde ma chemise, et de fait, c'est une chemise pleine de couleurs.
hein, des petits carrés de couleurs. En fait. Euh, Et le coloriste, vous voyez devant lui, et la palette de couleurs de ma chute est bien plus importante que ce que je disais. Et puis, il m'invite à déjeuner à la Cravache d'Or, qui était son restaurant, il avait sa table. Pour moi, qui avait à l'époque 30 ans, c'était la première fois que j'étais dans un restaurant étoilé. On s'assied, puis je dis, mais qu'est-ce qu'on prend? Je suis vos avis. Nous allons prendre une truffe grosselle. Bon, j'avais jamais mangé ça. Et donc, on nous sert dans une cassolette une truffe entière, noire, avec dans un pot en grès du gros sel. Et moi, je me dis, bon, il faut que je remette mon sujet sur la tasse. Je rentre chez Cassaman tout à l'heure, on va me dire, mais et alors? Qu'est-ce qui ouais. s'est passé? Et donc, pendant que je prends mon couteau et je prends du gros sel, je continue mon développement. Je prends du gros sel que je mets sur la truffe et puis je lui passe le pot de gros sel. Et à ce moment-là, il dit encore, je vous arrête. Et il prend son couteau et sur ma truffe, il enlève 3 grains de sel. Et puis il me dit, voilà, comme ça, je crois que ce sera parfait. Alors là, j'ai compris. J'ai arrêté mon développement et on a parlé de tout sauf de travail. Ah oui, Et mais c'était adorable. c'était très élégant, sa manière de vous faire taire, d'une certaine manière, sur ce projet-là. Oui, et après, il m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas faire pression parce qu'il m'a dit, vous savez, quand on m'apporte un dossier important dans cet urgent, il dit, je prends le dossier, j'ouvre mon tiroir, je le mets dedans, je ferme mon tiroir et puis je dis, et voilà, maintenant, ça n'est plus urgent. Donc, c'était ce RG-là que j'ai connu, donc détendu, agrément dilettante, très attentif. On parlait de bande dessinée, donc il me disait ses préférences, etc. Donc, moi, je crois qu'il l'aurait extrêmement bien accueilli, hein, extrêmement bien accueilli, une idée qui, quand même, je veux dire, met en valeur tout son Ouais, patrimoine créatif. ouais, ouais. Alors, on parlait du démarrage de ce MOOC et surtout de cette expérience éditoriale. Quel a été l'accueil et quel est l'accueil du public aujourd'hui? Ce sont les tintinologues ou les hergéologues, comme vous dites, qui s'y intéressent ou bien le public de Géo y vient aussi? On dépasse on est à plus de 30 000 exemplaires de vente, donc on dépasse le noyau dur. Euh, Oui, Moi, j'estime que les tintinologues, hergéologues, spécialistes, c'est environ 2000 personnes qui sont comme ça, qui font le noyau, les associations des amis d'Hergé, etc. Donc là, on est à 30 000, à plus de 30 000, donc en tenant compte du Covid, des problèmes de distribution qu'il y a eu en France avec la faillite du diffuseur de presse, etc. Donc, malgré tous ces problèmes, on est à un très bon niveau. Et à mon avis, après les turbulences que l'on connaît, les contraintes sanitaires, on vendra plus que le public est fidèle. Voilà. oui, Voilà, c'est un public, ça. Vous savez, le groupe Géo, c'est-à-dire Prisma Presse, c'est un énorme groupe, hein, c'est un millier de personnes, hein, c'est le plus gros groupe de presse magazine en France. Donc, ils nous font des analyses assez pointues à partir des chiffres de vente et ils disent actuellement, ce niveau de vente est exceptionnel et la fidélité du lectorat est exceptionnelle. Et ça, c'est le propre de l'œuvre d'Hergé, comme pour les albums. Donc, on adhère à cet univers qui apparaît infini et donc, on y plonge et y replonge, même en croyant connaître toutes les eaux qu'on connaît, on replonge dans les mêmes eaux. Est-ce que vous pensez que le fait du Covid, justement, et du confinement et de la fermeture des frontières et de la réduction drastique des possibilités de voyager est un stimulant pour se plonger dans Oui. la lecture du Géo? Ah oui, on le voit d'une manière générale dans l'édition. L'édition s'en sort très bien dans le Covid. Du moment qu'on a réouvert les librairies, Ouais. donc on a bien vu que l'édition s'en sort très bien. Donc, c'est pas un secteur qui est anéanti, hein, comme d'autres. Mais par ailleurs, on est pénalisé parce que en France, tous les gros réseaux relais dans les gares et aéroports, la plupart de ces grands points de vente sont fermés, même, sont fermés. Et donc, c'est ce sont des grands lieux de diffusion. Hein, si vous voyez les grandes gares, le monde, il y a tous les jours. Donc là, on a une perte de vente que l'on compensera sans doute quand tout reprendra normalement d'ici quelques mois. Alors j'aimerais qu'on termine cet entretien en évoquant Corto Maltese, en évoquant Hugo Pratt, puisque dans ce numéro-ci, le supplément, l'encart est constitué d'aquarelles de Hugo Pratt. Et il y a là aussi une sorte de magie, Hugo Pratt, qui est l'auteur du noir et enfin on le voit par le noir et blanc. Ici sont les aquarelles qui ont coïncidé avec le début des éditions en couleur.
Oui, beaucoup d'aquarelles ont été faites après les histoires, hein. Donc, il les a faites vers 1980, souvent après les histoires. Il est devenu très aquarelliste plutôt vers la fin de sa vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que Pratt et Hergé se sont connus, se sont rencontrés, hein. Hergé était à Venise, a rencontré Pratt à Venise. Et donc, il y avait une complicité, fascination entre ces deux hommes qui ont des univers très différents. L'aventure, bien sûr, est un élément, un mot commun, mais les expressions sont complètement différentes. Et donc, c'était deux grands auteurs qui se regardaient avec fascination réciproque. Et donc, c'est vraiment un grand plaisir d'accueillir évidemment Pratt dans ce numéro. Et pourquoi on a choisi l'Éthiopie? Parce que c'est là qu'il s'est fait. Donc, Pratt a quitté Venise en 1937 avec son père qui était un militaire, qui est parti avec les troupes italiennes occuper l'Éthiopie. Et lui, il avait 10 ans. Et il a suivi sa famille, bien sûr. Et donc, à 13 ans, il était engagé dans la police militaire fasciste, hein, Ah oui, oui, et dit-il lui-même, le plus jeune soldat oui, fasciste de oui, la oui, oui, police italienne. Donc, déjà, les contradictions par rapport à toute son histoire et son œuvre, lui qui est un anarchiste, déjà, sont déjà là. Et puis, c'est là qu'il a un peu appris. Il a pas appris le métissage de toutes les cultures, parce qu'en Éthiopie, non seulement il y a eu des Italiens, puis il y a eu des Anglais, enfin, voilà, mais il y avait toutes les tribus, hein, érythréennes, etc., de cette Abyssinie. Donc, il a rencontré le monde africain, il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens, et donc, c'est tout le sens de l'aventure pour lui, c'est la rencontre de cultures différentes. Voilà, oui. y compris qui se font par les guerres, par les oppositions et par des désastres militaires et autres. Mais c'est dans cette rencontre que se passe l'aventure. Et donc là, c'était la sienne aussi d'abord, hein. C'est là qu'il a eu ses premières aventures féminines aussi, avec des Érythréennes. Et donc, c'est le creuset où il s'est fait. Et n'a pas arrêté d'y retourner, puisqu'il est retourné, son père est mort donc en Abyssinie, il est retourné sur la tombe de son père aussi dans les années 80. Il a suivi les traces de Rimbaud et lui a rendu hommage par des aquarelles ou même par un ouvrage. Donc voilà, tout Hugo Pratt est là, Hmm. en devenir, si pas déjà en réalité. Est-ce que vous avez eu connaissance de ce qu'ils se sont dit lorsqu'ils se sont rencontrés à Venise, Hergé Bon. et Hugo Pratt? Parce que parfois, on peut se dire, tiens, peut-être comme Proust et j'ai oublié quel était le grand auteur comme Proust et James Joyce, ils ne se sont rien dit. Est-ce qu'on peut imaginer que deux grands génies comme Pratt et Hergé, quand ils se rencontrent, n'ont peut-être rien à se dire? Je ne sais pas, là, c'était pas là. Je ne crois pas que c'était des rencontres de longue durée. Je crois j'ose croire qu'ils se sont dit beaucoup de choses très aimables, parce que Pratt était très souriant, très ironique, très farceur parfois aussi. Et Hergé, sans doute en voyage à Venise aussi, était très détendu, que les univers ne sont pas nécessairement compatibles, mais je crois que ça a dû rester très aimable. Ils ont dû parler de Venise, ils ont dû parler Mais souvent. vous n'y étiez pas, Pas ce de n'est la pas vous bande qui avez, dessinée. ce n'est pas vous qui avez organisé cette Ah rencontre. non, 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 C'est pas du bien tout. l'un et Non, non, l'autre. non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Tout à fait étranger à ça. Je l'ai appris par après, d'ailleurs, hein. Euh, et je crois qu'Hergé allait à Venise, allait en Italie, allait à Venise pour son plaisir personnel. Il en a profité pour rencontrer Pratt. Je ne sais même pas la durée de l'entretien, ni ça se fait au restaurant ou pas. Je n'en sais pas plus. Mais ne fût-ce que ça, le plaisir de le réunir à nouveau dans un magazine, pour moi, est un grand plaisir, où chacun est à ses sources d'inspiration. Très bien. Didier Plateau, je vous remercie pour cet entretien. Alors, je recommande à tous ceux qui nous écoutent de toutes affaires cessantes d'aller lire et se plonger dans les aventures de Tintin telles que vous les racontez au travers du 7e numéro maintenant de la revue Tintin, c'est l'aventure en coédition avec les éditions Moulinsart et les éditions Géo. Merci Didier Plateau. Voilà, merci à vous.